Bonjour, quels sont ces exercices utiles ou inutiles qu'on vous a fait ou qu'on vous a pas fait faire lors de votre formation plongée? Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia, spécialisée dans la formation plongée accélérée sur mesure, du débutant au moniteur de plongée loisir jusqu'au moniteur de plongée tech et aux plongeurs scaphandriers, plongeurs professionnels mention B, c'est-à-dire tout ce qui concerne sciences, médias et mariculture, à Marseille, Parc national des Calanques toute l'année, et aussi aux Caraïbes lors de l'université d'hiver, ici en l'occurrence à Cozumel. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que je m'aperçois qu'il y a des personnes de premier niveau qui n'ont pas fait des exercices qui me semblent nécessaires ou qui semblent nécessaires à la plupart des moniteurs, que ce soit pour le niveau 1 ou pour l'open water. Et il y a aussi des exercices qui perdurent, qui ne sont peut-être pas utiles. On a eu l'occasion d'en discuter plusieurs fois avec certains moniteurs. Voilà, donc je voulais faire le point là-dessus. N'hésitez pas à réagir, à dire les exercices que vous avez faits, ceux que vous n'avez pas faits, etc. Alors, je vais partir de la logique de quoi on a besoin pour plonger. On a besoin d'avoir une bonne flottabilité et de savoir bien se déplacer sous l'eau pour éviter, vous comprenez, c'est de plus en plus fondamental maintenant, pour avoir un minimum d'impact sur l'environnement. Donc la première chose, c'est de se demander déjà si on vous a appris à faire le frog kick ou si on vous a simplement enseigné le palmage ciseau. Parce que le frog kick, c'est quand même la technique la moins invasive en plongée, parce que quand je palme comme ça, je ne remue beaucoup moins vers l'environnement. Et la flottabilité, c'est la même chose. Si j'ai une position correcte avec un frog kick, je vais avoir moins de problèmes par rapport à ça. Donc l'exercice typique de flottabilité qui est fait traditionnellement, que ce soit dans les organisations américaines ou françaises, c'est ce qu'on appelle le pivot palme, le poumon ballast, où on met les palmes par terre et on inspire, on fait des pompes sans les bras, simplement en s'aidant des poumons. Plus j'inspire, plus je monte, plus je souffle, plus je descends. Et cet exercice, moi j'ai tendance à le faire disparaître et plutôt faire une stabilisation en pleine eau où effectivement on va monter et descendre, tout simplement parce que le contact des palmes avec le sol, c'est pas terrible, même sur du sable. On remue le sable, on vient perturber la faune et la flore, là où ce n'est pas forcément nécessaire. Rappelez-vous, les temps changent et il faut de plus en plus prendre conscience de notre impact environnemental, même si on sait qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus ravageuses, ne serait-ce que quand il y a une tempête, il y a des vagues, ça remue le sable, bien sûr, mais ce n'est pas une raison pour nous-mêmes apporter une perturbation à l'environnement. Donc ça, c'est les premières choses à laquelle je pense. Ensuite, il y a la fameuse remontée d'urgence, où ça c'est un credo qui soit dans les organisations américaines ou françaises. Il faut tout de suite apprendre, si je remonte en flèche alors que j'ai plus d'air, à souffler, 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 souffler. Or, c'est faux, c'est pas exactement ce qu'il faut faire. Effectivement, on risque la surpression pulmonaire si on bloque sa respiration poumon plein, mais il faut surtout pas souffler, 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 parce que si on souffle, il y a un moment on a envie de reprendre sa respiration à fond, et c'est là que risque d'arriver le problème de la surpression pulmonaire. Donc c'est plus effectivement penser à respirer normalement lors de la remontée, ou si on a la respiration bloquée, à expirer légèrement, à souffler légèrement, à faire des petites bulles ou un petit son, etc. Mais bref, cet exercice, dès le premier niveau à apprendre, il est hard, parce que de toute façon, on sait bien que ce n'est pas tellement un accident de débutant, mais plus de pro qui justement sait tellement bien gérer sa stabilisation, qu'il utilise à fond son poumon ballast à un certain moment, et paf, juste à la remontée, ça craque tout simplement. Donc pour les débutants, c'est vrai qu'une adaptation, c'est ce qui est fait notamment dans les organisations américaines, c'est de le simuler horizontalement, de faire une certaine distance en émettant un son continuel. Après, le fait de le faire en yo-yo ascensionnel, moi je le fais uniquement avec les personnes qui se débrouillent très très bien, qui n'ont pas de problème de descente, qui n'ont pas de problème d'oreille, parce que cet exercice, c'est un casse-oreille chez les débutants qui ont des difficultés. Vous savez, particulièrement quand on est en configuration européenne avec un bloc acier, avec une combinaison 7 mm, comment il est dur de descendre. Vous savez aussi les difficultés qu'on peut avoir quand on débute à équilibrer régulièrement. Donc si on fait des yo-yo, c'est pas forcément très adapté. Et ensuite, ce n'est pas parce qu'on fait cet exercice de remonter en apprenant à souffler que on va éviter davantage les accidents, à mon sens. Donc ça, c'est une utilité relative, je dirais. Ensuite, il y a quelque chose qui me paraît indispensable maintenant, que ce soit pour un niveau 1 ou un open water, c'est de savoir larguer un parachute, ou SMB, Surface Marker Buoy en anglais. Autrement dit, une saucisse de secours, j'adore l'appellation anglo-saxonne, the safety sausage, pour signaler sa présence en fin de plongée. Pourquoi je dis ça pour le niveau 1, même s'il est encadré? Tout simplement parce
parce que s'il se perd, ça lui permet de se signaler comme ça, même s'il peut le faire en mettant son détendeur de secours en débit continu, c'est quand même mieux d'avoir un parachute. Et puis de toute façon, si on veut s'aligner, moi je sais que dans nos formations niveau 1, on apprend d'ores et déjà à utiliser le parachute au moins une fois de manière à savoir comment ça s'utilise. Et ça c'est indispensable pour un open water. Un open water il est potentiellement autonome. Donc si en autonomie on ne sait pas larguer un parachute, je pense que il y a un petit problème là. Donc ça, c'est un exercice indispensable. Ensuite, il y a une autre chose, c'est pour l'autonomie, c'est utiliser l'ordinateur de plongée. Si lors du premier niveau open water ou niveau 1, vous n'avez pas utilisé l'ordinateur de plongée, c'est quand même moyen, parce que c'est vrai que c'est le meilleur moyen de connaître ses paramètres et de connaître sa profondeur, de rester au niveau du guide, etc., et de connaître ses paramètres de décompression. Donc même si ce n'est pas indispensable pour un niveau 1 qui est encadré, c'est vrai que ça paraît le minimum d'avoir au moins fait une plongée lors de sa formation avec un ordinateur. Chez SDI, par exemple, c'est un enseignement obligatoire, hein, c'est-à-dire qu'il doit toujours être au poignet dès la première plongée. Dans les autres organisations, normalement, ça doit être vu aussi. Donc voilà les quelques exercices. Il y en a un aussi qui me paraît indispensable, mais vraiment indispensable, c'est la nage sans masque. Hein, c'est-à-dire savoir retirer son masque, nager et savoir le remettre. À quoi ça sert? Tout simplement, un problème de masque, ça peut toujours arriver. Donc ça permet, si j'ai un problème de masque, le masque, la sangle à lâcher, etc., d'aller voir le moniteur qui, espérons-le, a un masque de secours pour vous le donner et vous permettre de le changer. Ensuite, si vous ne savez pas bien enlever et remettre votre masque, ça peut être un problème si vous avez à paniquer. Et dans une formation niveau 1, il suffit de regarder ma vidéo sur le scandale du vidage de masque. Il est hors de question que vous sortiez certifié sans savoir enlever, remettre et vider le masque. Donc la nage sans masque, oui, c'est pas mal. Et il y a une autre chose aussi, c'est qui est jamais enseignée, qui est quasiment jamais enseignée, c'est l'ouverture de la bouteille. Ça ne sert à rien, si ce n'est que des fois, on oublie d'ouvrir sa bouteille ou par erreur, on la referme. Et plutôt que de demander à quelqu'un, c'est bien d'apprendre à faire incliner la bouteille et aller chercher, excusez-moi, il y a un chien qui vient de me sauter dessus, aller chercher sa robinetterie pour l'ouvrir si jamais ça vous arrivait. Enfin, un exercice qui normalement est enseigné mais qui a tendance à disparaître, c'est comment gonfler un gilet à la bouche. Si par exemple vous êtes en panne d'air, vous remontez à la surface, vous devez gonfler votre gilet, vous n'avez plus d'air, vous ne pouvez plus le gonfler. Et bien pour le gonfler, on prend la purge qui est près de l'inflateur, on appuie dessus, on souffle, on relâche, on reprend l'inspiration et vous voilà assuré en flottabilité. Donc oui, vous pouvez gonfler votre gilet à la surface même si vous n'avez plus d'air ou si le direct system est déconnecté. Là aussi, la déconnexion, reconnexion d'un direct system sous l'eau, ça peut être intéressant parce que si on est obligé de oublier de le connecter, ça permet de le remettre. Et puis aussi, si on a un problème d'inflation constante parce que le direct system déconne, ça permet de le débrancher au fond et de le remettre en fin de plongée. Voilà, partagez-nous avec nous ici en commentaire les exercices que vous avez pu faire, que vous avez jugé utiles, les exercices inutiles que vous avez pu faire et surtout si vous avez cette vidéo un petit pouce, si vous ne l'avez pas aimé je vous la rembourse et puis vous pouvez télécharger en commentaire, en lien dans la description, mon guide sur les trucs et astuces pour votre formation plongée. À très bientôt.